Mais finalement, qu'est-ce que c'est une moto? Un châssis, des suspensions, un freinage, une position de conduite? Avant toute chose, une moto, c'est, selon moi, un moteur, le cœur qui l'a fait vivre et qui détermine un petit peu son caractère, son comportement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de top. Ça fait longtemps que je ne vous en avais pas faite, tout simplement parce que l'actualité est brûlante, mais là j'ai un petit flottement, un petit, comme ça, respiration pour pouvoir, vous faire une vidéo un petit peu différente. Et je vais vous parler de mon top 10 des moteurs qui m'ont le plus marqué. Alors, ce n'est pas un classement, quand bien même les derniers de la liste sont parmi mes préférés, ou sont mes préférés, mais l'idée c'est vraiment de vous donner un petit peu ces architectures qui moi m'ont le plus marqué, le plus impressionné. Ce n'est nullement un classement des moteurs les plus puissants, les plus coupleux, non. Ce sont vraiment des machines qui m'ont beaucoup marqué, soit parce que je les ai essayées, soit parce qu'en ayant lu leurs caractéristiques, j'ai été très impressionné, et donc je vais vous livrer cette petite recette, ce petit je ne sais quoi qui fait que ces moteurs me rendent absolument fou. Allez, on y va, c'est parti, et pour commencer, je tiens à vous préciser que j'ai une nouvelle venue dans mon garage, vous l'avez remarqué, la voici, c'est une petite Ducati Panigale V4R en Lego qu'on m'a offert pour mon anniversaire et que je trouve vraiment très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ça habille très bien le décor, et j'envisage peut-être de faire l'acquisition de la petite BMW M1000 RR en Lego technique aussi, qui est bien plus grande que celle, c'est une reproduction à l'échelle 1/5, je la mettrai peut-être de l'autre côté, je pense que ça fera bien dans le décor de la chaîne. Bon, on n'est pas là pour monter des Lego, ok? Donc, on va parler de moteur, et je tiens à en mettre un, d'abord en hors concours. Oui, je sais, ça commence bien, il nous fait un top 10, et en fait, il en rajoute. Il y a une machine et un moteur particulier que je voulais mettre en hors concours dans cette liste, pour des raisons bien particulières, et je pense que ceux qui me connaissent savent où je vais en venir. Il s'agit de la Boss Hoss V8. Oui, vous êtes très nombreux à souvent me reprendre quand je parle de certaines machines en disant oui, mais la Boss Hoss, c'est le plus gros moteur, etc. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, on se met d'accord, c'est réglé, après on peut passer à autre chose, prendre un petit café, un apéro, ce que vous voulez. La Boss Hoss est de facto la moto la plus puissante de fabrication en série, on va dire, jamais construite. En effet, son moteur sort 455 chevaux. Mais, mettez-vous ça une bonne fois dans le crâne, la Boss Hoss est équipée d'un V8 Chevrolet. C'est un moteur de voiture. Donc, la Boss Hoss ne possède pas un moteur de moto. C'est un projet qui a été réalisé par son créateur à la base, qui avait pris le délire de monter des V8 de voitures dans des châssis faits sur mesure à des motos. Donc la Boss Hoss, malgré un moteur totalement fou, n'est pas, à mon sens, une machine qui peut rentrer dans un top des moteurs de moto les plus impressionnants, puisque le moteur de la Boss Hoss n'est pas un moteur de moto. Voilà, ça maintenant c'est réglé, on peut passer à autre chose, ça fait plaisir. Et je voudrais commencer par, un moteur qui m'a impressionné par sa longévité, par la diversité de machines dans lequel il a été intégré. Il s'agit du Boxer Flat de chez BMW. Et oui, cette architecture est absolument présente dans toutes les motos du constructeur allemand, ou quasiment, hein. On a eu une petite révolution qui a commencé en 2009 avec l'apparition des machines sportives de la gamme, la S1000 RR notamment, et BMW s'est lancé dans le 4 cylindres en ligne. Mais la réalité, c'est que le Boxer chez BMW est une architecture qui existe depuis plus de 100 ans, depuis 1923. Imaginez une archi, un moteur qui traverse un centenaire comme ça, en équipant des centaines de motos différentes, jusqu'à atteindre sa forme, peut-être la plus noble aujourd'hui, sur les 1250 GS, 1250 R, 1250 RS, 1250... Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. 136 chevaux, 14,5 mètres kg de couple si je ne dis pas de bêtises, et aussi, finalement, BMW se sont décidés à faire une sorte de hommage comme ça au Boxer, j'ai l'air ridicule avec cette position, en créant la plus grosse version du Boxer qui n'ait jamais existé sur la R18. En effet, 1802 cm3, c'est un monstre avec des cylindres qui dépassent comme ça et un couple de renversement. Bref, ce moteur avait tout à fait sa place ici, je trouve, parce que c'est une architecture qui est légendaire et peut-être l'une de celles qui a le mieux tenu les affres du temps. Et le numéro complémentaire est le... Alors, ensuite, j'ai envie de parler d'un moteur que je n'ai pas eu la chance de connaître personnellement, mais qui m'a toujours extrêmement impressionné. Il s'agit du V4 qui équipe la légendaire VMAX 1700 de chez Yamaha. Et oui, cette machine qui déjà est une évolution de la 1200 qui avait secoué à l'époque toute l'industrie et la presse motocycliste, dirons-nous avec
un air un peu guindé comme ça, eh bien c'est un monstre. Un dragster véritablement, hein, une machine qui développait à l'époque 200 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la VMAX 1700 est apparue dans les années 2010, hein, en 2009, 2010, quelque chose comme ça. À l'époque, avoir une moto décarénée qui sortait 200 chevaux, c'était incongru. Déjà, des motos carénées qui faisaient 200 chevaux, il y en avait pas des masses, et ça, c'était un monstre 1700 cm3, 17 mètres kg de couple, bref, c'était vraiment un dragster. Alors, bien évidemment, la machine était lourde à en crever, hein, 310 kg à sec, j'en avais d'ailleurs parlé dans la concurrence de la Diavel V4. C'est véritablement une machine qui proposait une sorte de vision à elle du monde de la moto, dans laquelle tout tournant, toute courbe était totalement à proscrire, mais en ligne droite ça devait être un sacré plaisir, et du coup je pense que ce V4 méritait bien sa petite place ici. Ensuite, je vais parler d'une architecture qui est extrêmement rare dans le monde de la moto, puisqu'il s'agit d'un moteur 6 cylindres, et si vous connaissez un petit peu l'industrie, vous savez qu'il n'y a que 2 machines qui peuvent répondre à cette appellation. Soyez contents, les 2 sont dans ce classement. Mais je vais commencer d'abord par BMW et la K1600 GT, qui est, à mon sens, la seule moto de production, sans compter la Bobber, etc., mais qui soit équipée d'un 6 cylindres en ligne. C'est la seule moto, à mon sens, qui est ce type de moteur-là. Alors bien évidemment, ça vient de la tradition qu'a BMW de faire des 6 cylindres en ligne, hein, dans le monde de la voiture, hein, ils font ça. Et ce truc est incroyable. C'est un moteur qui est gigantesque, hein, qui fait plus de 1600 cm3 de cylindrée, qui sort 17,8 mètres kg de couple, donc c'est gigantesque, hein, c'est la deuxième moto la plus coupleuse de l'industrie, quand on parle de moto de série, thermique, etc., etc. Et elle fait 160 chevaux, donc autant vous dire que c'est quand même un ratio qui est assez impressionnant. En règle générale, un moteur, hein, quand on va lui chercher de la cylindrée, on lui met de la puissance, ou on lui met du couple. Là, cette moto, elle a les deux, et c'est une machine que j'adorerais essayer. Maintenant qu'on est copain avec Azuro, peut-être qu'on aura la possibilité d'en faire un petit tour bientôt et de vous la faire essayer. En tout cas, c'est une moto incroyable et l'une des seules à avoir ce type d'architecture. Il me paraissait donc de bonne aloi de la rajouter dans ce classement. Alors, je vous l'ai dit, on a 2 machines qui sont équipées d'un 6 cylindres dans ce classement, hein, on avait parlé de BMW, et il y en a une autre qui a un 6 cylindres aussi, mais qui n'est pas en ligne, c'est la Honda Goldwing. Et oui, cette moto qui est la seule équipée d'un 6 cylindres à plat de l'industrie aujourd'hui, hein, en tout cas, c'est l'impératrice de la route, bien évidemment, aucune machine n'arrive à la cheville de la Goldwing quand il s'agit de prendre de la route à long cours avec un confort incroyable, une onctuosité tout à fait crémeuse et toutes les petites technologies qu'on trouve sur cette machine avec CarPlay, avec la sono. Oui, il existe des voyageuses long cours, hein, notamment chez les Américains, qui font un boulot assez exceptionnel à ce niveau-là, mais pas comme la Goldwing le fait. La Goldwing, elle délivre quelque chose qui est vraiment velouté, c'est un tapis volant le truc, et ça, c'est dû grâce à son moteur, ce 6 cylindres à plat, qui a une petite tendance, quand on la met en mode sport, à délivrer une sonorité très proche de celle d'une Porsche, c'est très très agréable. En tout cas, elle était tout à fait indiquée pour occuper sa place ici. Je la laisse avec grand plaisir. Ensuite, nous allons parler d'une moto qui est légendaire. On n'est plus sur des architectures aussi nobles entre guillemets en nombre de cylindrées, mais par contre une moto qui a marqué son histoire et à mon avis qui sera encore évoquée dans 50 ou 60 ans. Je parle de la Kawasaki H2R, les amis. Et oui, bien évidemment, cette moto devait être évoquée dans ce classement puisque c'est une machine qui a brisé littéralement tous les codes, toutes les normes, tout ce qu'on savait de la moto, tout ce qu'on pensait, à qui? Pas à moi en tout cas, mais peut-être à quelqu'un d'autre, établi dans le monde de la moto, puisque nous avons dans ce truc un cœur qui est un 4 cylindres en ligne, compressé avec une turbine suralimentée. Qui donne à cette moto 326 chevaux avec l'air forcé, ce qui en fait la moto la plus puissante de série en réalité. C'est vrai que la Boss Hoss, si on l'écarte, on a quand même en face de nous ce qui me semble être la reine dans cette catégorie là, avec des chiffres totalement hallucinants, des records de vitesse. Enfin, c'est une moto qui a brisé le moule littéralement et qui l'a refait à sa sauce. Elle a donné naissance à une dynastie de motos, hein, avec la H2, la ZH2, la H2 SX.
donc c'est véritablement un des moulins les plus marquants de ces 50-60 dernières années, et il fallait absolument la mettre dans ce classement-là. C'était indispensable. Alors, maintenant, j'ai envie de parler d'un truc qui est un petit peu conceptuel, hein, puisque c'est une machine qui n'a pas véritablement vu le jour de série, mais qui était quand même, à mon sens, une prouesse. Il s'agit de la Sutter MMX 500. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas cette moto, auquel cas je vous enjoins à vous renseigner un petit peu plus parce que c'est quand même très intéressant. Cette machine est très particulière. Alors comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une moto de course, hein, on n'est pas vraiment sur une machine de route, mais la Sutter MMX 500 renferme en son sein surtout quelque chose de très particulier. Si vous regardez la photo, vous allez voir que, étonnamment, les échappements sont quand même vachement petits sur cette machine. Paraît pas commun. Eh bien c'est parce que le cœur, le moteur qui anime bien la Sutter MMX 500 est un moteur 2 temps et non pas 4 temps. Alors je vais pas m'appesantir sur le fonctionnement des moteurs, hein, la vidéo n'est pas faite pour ça, mais dites-vous que les moteurs 2 temps ont totalement disparu hein, aujourd'hui pour des raisons notamment de fiabilité, de pollution, etc. etc. Mais une équipe d'ingénieurs ont décidé de donner naissance à un projet un petit peu fou et ils ont mis au point ce moteur de 580 cm3, donc une architecture somme toute assez mid-size qu'elle est, hein. On retrouverait ça sur une Honda CBR 500 ou une petite Kawasaki Z650, on est dans ce genre de valeur là, sauf que la puissance, elle, n'est pas tout à fait la même. Une Sutter MMX 500 sort 195 bourrins. Combien? Oui, effectivement, cette moto est capable de délivrer pratiquement 200 chevaux, et ça, c'est grâce au rendement hallucinant qu'un moteur de temps est capable de donner pour une machine qui pèse 127 kg, donc autant vous dire que le rapport poids-puissance est bien meilleur que celui d'une Panigale V4R ou de n'importe quel autre hypersport du marché, voire même peut-être un poil supérieur à celui de la H2R. Ouais, à mon avis, ça doit être quand même assez rigolo à conduire l'engin, et c'est un ovni, c'est quelque chose qui est totalement, peu représenté finalement dans le monde de la moto aujourd'hui. Je me devais bien évidemment d'en parler, c'est évident. Alors, pour continuer, je vais parler non pas d'une, mais de deux motos qui ne partagent pas le même moteur, mais qui sont des architectures qui sont extrêmement similaires, presque jumelles pour ainsi dire. Ce sont deux machines qui sont à mon sens parmi peut-être les plus charmantes du monde de la moto. Je parle de la GSX-R 1340 Hayabusa et de la Kawasaki ZZR 1400, qui sont toutes les deux habitées, équipées par un gigantesque 4 cylindres en ligne de 1350-1440 cm3. On est à peu près dans ces valeurs-là, et c'est pour moi l'aboutissement ultime de ce qu'un 4 cylindres en ligne est, dans le sens où ce sont des machines qui ont tout pour elles. Elles ont de la puissance à revendre, hein, puisque la Hayabusa nouvelle génération fait 190 chevaux, elle en faisait même 198 dans sa version 2008, et la ZZR 1400 sort 210 chevaux avec l'air forcé, donc ce sont des monuments de puissance. Mais en plus de ça, ce sont également des monstres de couple qui sortent des valeurs largement supérieures à 150 Nm, et donc pour moi ce sont des moteurs qui ont tout. Elles sont capables d'accélérer extrêmement fort dès les bas régimes, mais elles sont aussi capables de vous emmener à des vitesses ahurissantes en un clin d'œil, et en cela ce sont des moteurs qui sont pour moi supérieurs à ce qu'on peut trouver sur des hyper sportives, qui sont effectivement incroyables dans les valeurs de puissance qu'elles dégagent, mais qui sont extrêmement creuses. Quand on se parle d'usabilité au quotidien, ces machines-là sont capables de délivrer des sensations à tous les étages, à tous les régimes, et en cela il fallait absolument que je les place, même si ce ne sont pas des architectures qui sont extrêmement exotiques, mais elles sont pour moi le pinacle de ce que représente le 4 cylindres en ligne. Il fallait que je les ajoute. Allez, on va rentrer dans le dur maintenant, puisque nous allons parler d'une moto que j'adore, et là pour le coup on a dû démesurer, croyez-moi, on va évoquer la Triumph Rocket 3R, et bien évidemment son 3 cylindres en ligne, qui est le plus gros moteur moto de la production. C'est terminé, je ne veux plus de débat sur le sujet. 2458 cm3, soit des valeurs qui sont bien supérieures à celles de la grande majorité des voitures en circulation aujourd'hui. 167 chevaux, et j'en profite parce que certaines personnes me disent des fois « Oui, mais comment ça se fait qu'une R1, elle fasse plus de chevaux alors qu'elle a moins de cylindrée ?» Déjà, tu vas te taire tout de suite. On arrête. Ensuite, on fait des choix, messieurs, dames, des fois, sur des architectures moteurs. Cette moto aurait pu aller chercher bien plus de puissance, mais ce n'est pas la philosophie de la moto, la Rocket 3. Non, sa philosophie à elle, son esprit, c'est d'avoir des valeurs de puissance qui sont très impressionnantes, parce que 167 chevaux, ce n'est pas quand même rien sur une moto, mais en plus de cela, on a des valeurs de couple qui sont totalement psychopathiques. Est-ce que ça existe? Non, mais vous êtes habitué au néologisme sur cette chaîne. 221 Nm de couple.
C'est plus du double que la grande majorité des hyper sportives aujourd'hui. Et sur un 0 à 100, la Rocket 3 est capable de pulvériser n'importe quel hyper sport moderne. C'est dit, c'est fait, je ne m'en cache pas. Oui, cette moto vous permet de battre n'importe quel hyper sport sur un 0 à 100. Pourquoi? Parce que on a des valeurs de couple qui sont camionnesques. Donc c'est ça qui en définit aussi sa saveur, son charme, et c'est pour ça que moi je l'adore. C'est un monument, c'est une cathédrale qui eh bien, est toute seule dans sa catégorie. Cette machine délivre des sensations qu'elle est la seule à pouvoir vous délivrer. Et en cela, elle méritait tout à fait sa place et sa troisième place, puisque là, on rentre vraiment dans une sorte de classement des machines qui m'impressionnent le plus en termes de moteur. La Rocket 3R sera un jour ici et pas en essai, je vous le garantis. J'en posséderai une, c'est vous dire à quel point ce moteur m'impressionne. Allez, maintenant on rentre dans du personnel, dans de l'émotif, dans des petits papillons dans le ventre, puisque je vais parler d'une de mes architectures moteurs favorites, quelque chose qui m'a marqué véritablement. Je vais évoquer le V4 Aprilia. Oui, c'est pour moi l'une des meilleures architectures moteurs qui soit, pour plein de raisons. J'ai possédé deux Tuono, une V4 APRC de 2012 et puis la V4 Factory de 2020. Et le V4 Aprilia est un moteur qui est chiant sur beaucoup d'aspects. Il chauffe, il consomme, c'est pas toujours agréable d'emmener une moto comme ça au quotidien, en ville, quand il fait chaud, voilà, c'est un moteur qui a ses contraintes. Mais en termes d'expérience sensorielle, aucun moteur n'arrive à la cheville du V4 Aprilia. Il est plein, il est très bien équilibré en termes de couple. Ce sont des machines qui sont capables de délivrer dès les bas régimes des sensations d'accélération qui sont extrêmement bonnes, en tout cas sur la Tuono qui a une démultiplication qui est très correcte. Une allonge qui est phénoménale, un comportement qui est vraiment incroyablissime, et une bande son qui est magistrale. Pour moi, il n'y a pas de son de véhicule plus beau que celui du V4 Aprilia. Et quand je dis le V4 Aprilia, j'évoque bien le V4 Aprilia et non pas n'importe quel V4, parce que le V4 Ducati par exemple, c'est un bruit de moteur qui ne me plaît pas. Je trouve qu'il lui manque quelque chose. Sur le V4 Aprilia, on a une sonorité qui est très organique, très pure, une espèce de rugissement qui part du bas pour aller tout en haut, et c'est incroyable. Je sais, j'ai l'air d'un fou quand j'en parle, mais c'est pour vous montrer à quel point ce moteur me touche là, là et là. C'est quelque chose de viscéral, et en cela, ce moteur méritait pleinement d'être dans ce classement. Mais il peut toujours y avoir quelque chose au-dessus, et il y a quelque chose au-dessus. En tout cas pour moi, vous le savez, ce classement est tout à fait personnel, c'est quelque chose qui, eh bien, me touche à moi personnellement. Je vais évoquer une dernière architecture, celle qui est pour moi l'architecture moteur la plus parfaite, pour moi en tant que motard en tout cas. Il s'agit du moteur LC8 qui équipe, eh bien, toutes les Super Duke 1290, donc la Super Duke 1290 R, la Super Duke 1290 GT et la Super Adventure 1290 également. C'est un moteur qui est parfait. Pour moi, c'est l'incarnation même de la perfection dans le monde de la moto, parce que on a quelque chose qui vous délivre une banane gigantesque, quel que soit le moment où vous preniez la machine. Sur la Tuono, on va prendre un plaisir qui est fou, mais on va pas le prendre tout le temps. Une Super Duke 1290 R, vous pouvez la sortir à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle période de l'année. C'est une moto qui vous donnera toujours une banane incommensurable. Dans cette version la plus récente, on a 180 chevaux, 14 mètres kg de couple, donc c'est une usine à gaz qui sort, eh bien, des 0 à 100 qui sont incroyables, qui est capable de lever en cinquième, qui a de la longe et un couple qui est terrifiant. C'est une architecture moteur qui est pour moi la quintessence du plaisir à moto, sans pour autant rentrer dans des valeurs de puissance qui sont débiles, en ayant un poids qui est extrêmement contenu et qui permet du coup d'avoir une machine hyper agile. Bref, ce moteur pour moi est vraiment mon préféré et celui qui m'a le plus marqué dans toutes mes années de moto. Voilà, ce petit top est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Ce sont des considérations qui sont purement personnelles, mais j'attends vos commentaires pour me dire, vous, quels sont les moteurs qui vous ont marqué. Comme vous avez pu le voir, je vous ai parlé de machines qui étaient quand même relativement récentes. Vous, si vous avez un peu plus d'expérience en tant que motard que moi, dites-moi un petit peu les machines peut-être d'antan qui vous ont absolument marqué de par leurs architectures, je serais très curieux d'en savoir plus. Et bien évidemment, vous le savez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour me soutenir, c'est quelque chose qui fait vraiment grandir la Roadsters TV et c'est hyper important. Le petit statut Roadstars, encore une fois, si vous voulez me soutenir un petit peu plus, c'est ce petit abonnement qui vous permet chaque mois d'avoir des petits avantages comme des shorts en avant-première des motos que je vais essayer, les petites émotes et smileys pendant les lives que je fais de plus en plus. En attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos motos, quelle que soit l'architecture moteur dont elles sont dotées. Ciao!